Donc maintenant, je vais faire, pas sans transition, parce que c'est quand même une continuité, j'en arrive au coup d'État du 22 mars 2012, perpétré par le capitaine Aya Sanogo, qui a légitimé son coup d'État par le fait, bon, avant de parler de la légitimation, de la manière dont il a légitimé le coup d'État, je crois qu'il y avait quand même des signes annonciateurs, en tout cas de perturbations politiques importantes, qui se sont manifestés à 2 reprises, notamment à travers la marche des femmes sur Koumba, donc le palais présidentiel. Et vous savez, enfin, les Africains, les africanistes savent très bien que quand les femmes se mettent à marcher dans les rues et vont au palais présidentiel, c'est toujours, je dis bien toujours, annonciateur de quelque chose qui va se passer. C'était le même cas, si j'ai bonne mémoire, avec Moussa Traoré, quand les femmes sont sorties pour manifester. C'est toujours, les relations se sont mal passées entre ces femmes de militaires, femmes pas au sens d'épouse, hein, c'est-à-dire cousines, tantes, nièces, etc., qui étaient fatiguées de ne pas avoir de nouvelles vérifiables du front, d'une part, et d'autre part aussi qui ont accusé le président de la République de l'époque de mensonges et de cacher la vérité. Il faut dire que, effectivement, ce n'était pas une situation de grande transparence dans la communication. À l'époque, j'étais à Bamako, et effectivement, on n'était pas tellement au courant des choses. Donc, il y avait ce signe précurseur. Deuxième signe précurseur, que je n'ai pas pu vérifier, il y aurait eu une tentative de coup d'État qui a précédé celle du 22 mars. Alors, est-ce que c'était de l'intox? Est-ce que c'était, je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, la rumeur a fait écho de cette tentative de coup d'État. En troisième lieu, il y a eu aussi des formes de mutinerie au sein de l'armée malienne avant le coup d'État, par des soldats qui déploraient le fait qu'ils n'avaient plus de riz à manger, qui déploraient le fait qu'ils n'avaient pas de munitions pour riposter aux attaques de la rébellion armée. Donc il y avait des signes précurseurs d'une situation politique tendue. C'est dans ce contexte-là, avec le contexte du 22 mars, c'est aussi les conséquences de ce qui s'est passé en Libye et de l'intervention du MNLA. Coup d'État légitimé par la junte en disant l'armée malienne a des moyens et le président de la République ne nous donne pas les moyens pour exercer notre profession de militaire. C'était légitimé comme ça, je vous répète ce qui a été dit, c'est un petit peu surprenant. Ils prennent le pouvoir 5 semaines avant les élections présidentielles, je veux dire 5 semaines avant les élections présidentielles, c'est quand même significatif que ce coup d'État intervienne là-dessus. Et puis, le coup d'État intervenant, ils se rendent compte qu'en définitive, il n'y avait pas beaucoup de moyens pour assurer la défense du territoire. Il y a quelque chose un petit peu de rocambolesque, on sent bien que ce n'est pas quelque chose de préparé, on sent qu'il n'y a pas de stratégie politique, qu'il n'y a pas non plus de stratégie militaire. C'est quand même dans ce contexte-là où il y a une déroute de l'armée malienne. Je dis bien déroute. Et cette déroute de l'armée malienne permet au MNLA de déclarer d'une manière unilatérale l'indépendance de l'Azawad, c'est-à-dire de toutes les régions du Nord Mali, qui équivaut à une superficie, celle de la France, ou 2 fois celle de la France, j'en sais pas rien, enfin une superficie énorme, d'une part, et d'autre part, qui conforte, qui renforce la dimension salafiste qui existait déjà dans cette voie-là. C'est mon point de vue sur les conséquences de ce coup d'État. Vous savez ensuite ce qui s'est passé, l'intervention de la CEDEAO qui a demandé le retour à l'ordre constitutionnel, ce qui est tout à fait normal, qui a utilisé aussi des menaces si le retour à l'ordre constitutionnel ne se faisait pas. Les principales victimes de cet embargo sur le Mali, ça a été les populations maliennes. Ça n'a pas été les militaires. Quelque chose aussi à propos de ce coup d'État, c'est que c'est assez curieux, il y a quand même un mutisme généralisé, un silence généralisé dans ces pays, où les officiers supérieurs, généraux et colonels, etc., à ma connaissance, n'ont pas fait de déclaration vis-à-vis de ce coup d'État.
Maintenant, le lien avec les organisations, puisque je parle de la CEDEAO, le lien aussi par rapport aux institutions transnationales, transversales et internationales qui sont censées régir la lutte contre le terrorisme sur l'ensemble des pays du champ, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger et l'Algérie. Là, je fais directement référence au CEMOC, Comité d'état-major opérationnel conjoint, qui est donc basé à Tamaracet et qui a une présidence tournante. La présidence précédente était assurée par le Mali et cette fois-ci elle est assurée par la Mauritanie. Moi, ça me pose quand même des questions énormes quand vous avez un organisme de cette envergure dont l'ancien ministre des Affaires étrangères malien, Souleymane Boubaïn Maïga, a tout fait pour rapprocher le Mali de l'Algérie, qui entretenait des relations pas très bonnes, et qu'il n'y a eu aucune intervention, aucune déclaration du CEMOC par rapport à la situation qui prévalait et qui prévaut encore actuellement sur cet espace-là. Donc à un moment donné, on se pose quand même des questions sur la pertinence de ce genre de choses. Mon voisin me dit qu'il me reste encore 10 minutes, donc grosso modo, j'ai dit l'essentiel en ce qui concerne le coup d'État, parce que vous suivez l'actualité et vous voyez très bien que le chef de la junte de Sanogo a réussi à se faire accorder le statut d'ancien chef de l'État malien. Je trouve que c'est pas mal, il faut le faire. Oui, ça c'est un tour de force, on peut se demander si c'est pas un coup d'État de la CEDEAO que de reconnaître le statut de chef d'État à Sanogo. Bon, vous savez aussi dans quelles conditions les manifestants qui voulaient mettre sur pied une convention nationale se sont retournés contre le président Djonkunda, qui était l'ancien président de l'Assemblée nationale et conformément à la Constitution assure la fonction de président par la transition, qui s'est fait tabasser par les manifestants. Donc on se dit, mais comment on peut aller comme ça au palais présidentiel et puis on fait une grosse tête à un président. Il y a quand même pas mal d'éléments qui sont particulièrement déroutants. J'en ai fini maintenant sur le coup d'État. Je voudrais terminer sur des propositions et des hypothèses. Ces hypothèses sont fondées sur le constat suivant. Au Mali, tout comme aussi au Niger, mais à un degré moindre, on peut considérer qu'il y a une instabilité politique cyclique avec l'apparition cyclique des rébellions Touareg qui interviennent tous les 15 ou 20 ans, quelque chose comme ça. Donc se pose la question suivante, est-ce que les modes d'organisation juridique, politique et institutionnelle incarnés par l'État-nation peut encore gérer ce genre de problème? C'est la question que je pose. Cette question-là me conduit à aller un peu plus loin. Comme vous vous en doutez, de plus en plus on parle de système fédéral. C'est à l'ordre du jour, y compris dans les institutions internationales. Certains, en ce qui concerne les régions du Nord, ont parlé, et je fais référence ici à l'ancien ministre des Affaires étrangères française, qui s'est permis de dire qu'en définitive, pour le Nord, il faudrait une autonomie politique élargie. Imaginez que le ministre des Affaires étrangères malien viennent en France et disent votre décentralisation, ça rime à rien, il faut faire telle et telle chose. Et dans des situations complètement aberrantes. Donc, de mon point de vue, c'est quand même une appréciation qui va dans le sens de l'ingérence, et aller dans le sens de l'ingérence dans ce contexte-là, où il y a quand même une montée du nationalisme anti-occidental et singulièrement anti-français au Mali, dans ce contexte-là. On dit qu'il faut quand même faire attention, quand on est diplomate, on ne peut pas dire des choses comme ça, d'autant qu'avant, le secrétaire d'État à la coopération avait mentionné, ce qui est vrai, avait mentionné que le rapport de force militaire était en faveur des rebelles. Je ne conteste pas la véracité de l'appréciation, mais ça blesse quand même aussi les responsables politiques maliens et les populations maliennes de dire des choses comme ça. Je crois que
la diplomatie. En tout cas, ce n'est pas l'idée que je me fais de la diplomatie. Donc, le problème est le suivant. Est-ce que les formes d'organisation juridique, politique et institutionnelle telles qu'elles prévalent actuellement sous sa forme de l'État-nation est encore pertinente? Première question. Deuxième question, si la forme de l'État-nation qui régit le politique est encore pertinente, quid d'une décentralisation poussée? Je fais référence à la notion de décentralisation poussée sans savoir exactement ce que je mets dans le contenu poussé. C'est simplement une manière de dire que la décentralisation telle qu'elle a été appliquée jusqu'à maintenant a été un échec. Donc face à cet échec, que faut-il faire? Donc envisager une décentralisation poussée, encore une fois je ne sais pas très bien ce que ça veut dire poussée. On peut aussi imaginer le retour à l'application du pacte national de 92 avec un statut particulier, mais de mon point de vue ça renvoie encore à une approche ethnique de la gestion du politique, avec des spécificités qui sont celles du Nord. Autre hypothèse, toujours dans le cadre de l'État-nation, la création d'un grand ministère des régions du Nord, MRN, avec des directions importantes qui intégreraient la multiplicité ethnique et les spécificités quand même qui existent au Nord. Je crois que les spécificités, elles sont incontestables, donc il faut bien les prendre en compte. Avec quand même, comme souci, ce que recèle le site de Taoudéni. Taoudéni est à cheval entre trois États, donc frontaliers, Mauritanie, Mali et Niger, et ces sites quand même recèlent des gisements de gaz et des gisements de pétrole plus que prometteurs, et plus récemment aussi des gisements d'uranium. Donc là, il y a quelque chose, on sent bien aussi, est-ce qu'il faut faire des relations de cause à effet entre l'apparition des rébellions et puis les ressources extractives prometteuses? Je ne ferai pas cette relation de cause à effet, mais je pense quand même qu'il faut prendre en compte ça. Deuxième hypothèse, cette fois-ci, l'État-nation est considéré par le peuple malien comme étant quelque chose qui ne satisfait pas, qui ne peut pas satisfaire à l'actualité politique et à la gestion du politique de la nation malienne, et s'oriente vers un système fédéral. C'est à l'ordre du jour. Le système fédéral, vous avez bien sûr les partisans du système fédéral qui consiste à dire mais si on crée les conditions d'une fédération, on accordera davantage de pouvoir aux pouvoirs locaux et aux pouvoirs régionaux. Peut-être, mais se pose aussi le problème de comment on va définir territorialement un système fédéral compte tenu des imbrications ethniques et compte tenu aussi du poids de l'ethnicité dans ce système-là. Les détracteurs font immédiatement référence au fait que le système fédéral institutionnalise, ça veut dire légalise l'ethnicisme. Donc c'est à livrer, c'est à peuple malien de décider de ça. Troisième hypothèse, puisque l'idée d'une autonomie politique élargie a été avancée, reprise aussi par les institutions internationales, est-ce qu'il ne faudrait pas s'acheminer, parce que si sur un ensemble territorial vous accordez un territoire autonome et si le reste du pays n'est pas organisé en territoire autonome, ça crée immédiatement les conditions de la discrimination et de mon point de vue, c'est pas gérable. Sauf si on établit un système territorial de confédération de territoires autonomes. Et là, c'est un vaste chantier qui ne peut pas être résolu ni en 15 jours, ni en un an, ni en 2 ans. Tout ce que je viens de dire comme hypothèse envisageable et qui nécessite des débats de fond, je dis bien des débats de fond non politiques non polémiques, implique, je dis bien implique, le retour à l'unité territoriale du Mali. S'il n'y a pas retour de l'unité territoriale du Mali, les hypothèses que je vous livre n'ont aucune pertinence. J'en aurais terminé maintenant sur l'éventualité d'une intervention militaire de la CEDEAO. La CEDEAO envisage, si l'ONU donnait le feu vert, c'est aussi la position du nouveau gouvernement français de recourir à l'ONU, si l'ONU donnait le feu vert, il y aurait intervention des militaires de la CEDEAO. Intervention des militaires de la CEDEAO
peut déboucher sur 2 risques, même 3. Le premier risque, c'est que ces troupes militaires de la CEDEAO, qui ne sont pas du tout aguerries aux conditions écologiques et du désert, risquent, je dis bien risquent, je ne prends pas d'engagement fort là-dessus, en définitive, d'entériner la démarcation entre le nord et le sud. C'est un risque. Le deuxième risque est que s'il y a intervention militaire, ça peut créer les conditions de la solidarité organique, je dis bien organique, entre les différents mouvements djihadistes. Je pense là à Boko Haram qui était présent en tant qu'élément dans les attaques du Nord, puisqu'ils ont rallié, certains éléments de Boko Haram ont rallié AQMI. Ça peut créer des conditions de relations organiques, donc systémiques, entre Boko Haram et puis AQMI et les autres mouvements djihadistes, et peut-être aussi avec les Shabab qui sont actuellement en déclin. Donc c'est pas du tout impossible que certains éléments de Shabab se déplacent, ils sont très mobiles et viennent renforcer les mouvements djihadistes de cette partie de l'Afrique. C'est un risque. Donc le risque d'institutionnalisation de l'islam politique qui actuellement n'est pas constitutive de ce que j'aurais appelé un arc sahélien, mais qui peut se construire autour d'un arc sahélien djihadiste. Le troisième risque, qui cette fois-ci est plus un risque de nature ethnique, c'est que les Touaregs algériens, je pense qu'il n'y a pas de problème du côté des Touaregs algériens, ils ont déclaré leur fidélité à l'État-nation algérien, c'est pas eux, ils ont condamné la déclaration d'indépendance, il n'y a pas de connivence entre les deux. En revanche, sur la partie nigérienne, on peut penser qu'une intervention militaire, parce qu'il y a eu des déclarations dans ce sens, des militaires de la CEDEAO, pourrait générer des solidarités ethniques touareg du côté du septentrion nigérien. Pourquoi solidarité ethnique du côté du septentrion nigérien? Le septentrion nigérien actuellement est dans une zone d'insécurité quasiment quotidienne. J'en veux pour preuve les coupeurs de route qui interviennent entre 4 et 5 fois par semaine, notamment en Aïr, mais pas simplement en Aïr, en montagne, mais aussi dans toutes les vallées périphériques, plus les rebelles des années 2007, 2008, 2009 qui n'ont pas été intégrés dans les appareils d'État et qui sont dans des situations de misère et de pauvreté, taux de chômage extrêmement important, et ce n'est pas le recrutement promis de Areva à Imo Harun qui va pouvoir absorber tout ce taux de chômage. Donc potentiellement, délinquance, désœuvrement, ça peut aussi constituer des groupes. Il suffit qu'un leader intervienne là-dessus et puis on va faire le coup de feu aussi au Mali. Donc voilà un peu les risques que 3 minutes. Les risques que je crains, en tout cas, il faut les avoir en tête. Maintenant, j'en aurais terminé avec une hypothèse un petit peu, comment dire, osée, très osée. On est dans une situation de réorganisation, de recomposition des zones d'influence au niveau mondial. Donc la question que je me pose, est-ce qu'on n'assiste pas à la création, à la mise en place d'un nouvel ordre mondial, régi bien sûr par le système capitaliste, où on a commencé par la Libye, ensuite donc une stratégie qui irait de pays par pays, de région par région et d'ethnie par ethnie. En tout cas, c'est un peu les éléments que je détecte à droite et à gauche. Dans ces circonstances de recomposition, la question que je me pose, est-ce que les mouvements salafistes djihadistes ne vont pas eux aussi procéder à des recompositions de leur mouvance? Pourquoi, après tout, Ansar el-Din ne serait pas reconnu par Zawahiri? Pourquoi Ansar el-Din n'aurait pas le label Al-Qaïda, celui qui le conforterait pour l'instauration d'un émirat islamique au niveau des régions du Nord? C'est-à-dire qu'Ansar el-Din a abandonné ses finalités d'instaurer un régime islamique fondé sur la charia au niveau du Mali, mais il peut très bien se replier sur les régions du Nord Mali. Donc je vois mal pourquoi les différents mouvements salafistes
eux aussi ne procéderaient pas à des réajustements ou à des recompositions susceptibles de se renforcer. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas y avoir été trop bavard et compréhensif. Merci beaucoup. Oui, tu as parlé effectivement des apparitions relativement récentes de ces nouvelles formes de religion et de pouvoir et de conflits autour de ça. Est-ce que, je viens de relire un bouquin des années 20 sur la Tidjaniya. Sur la les Tidjani, les confréries Tidjani, ouais. Qui sont Afrique du Nord et en partie Afrique de l'Ouest, ils avaient une influence très bas. Est-ce que, puisque tu évoquais la Sénossie qui est très présente, en tout cas, et on se rappelle, enfin, ceux qui ont plus l'histoire, l'assassinat du père de Foucault, c'était les Touaregs, Sénossi ou Sénossi, je ne sais plus comment on dit. Est-ce que, peut-être dans une période antérieure et avec éventuellement des incidences aujourd'hui, il y avait ce conflit entre ces deux grandes confréries, est-ce qu'on retrouve quelque chose comme ça, qui serait en souterrain, qui serait moins visible, évidemment, que tout ce que tu viens de décrire? Est-ce que tu t'es interrogé sur ça? Moi, ça me revient comme ça par bruit, parce que j'étais, comme tu sais, dans la région de Tougourde, qui est le fief, un des fiefs des Tidjani. Est-ce qu'il y a quelque chose qui subsiste de ça, qui pourrait avoir une influence sur les... Encore une fois, souterraine, hein, pas dite, parce que pas émergente comme les autres, ou alors je suis complètement à côté de la plaque, où je date de 40 ans, peut-être. Dans votre intervention, vous avez évoqué à plusieurs reprises la coïncidence entre l'apparition de ces révoltes ou rébellions avec à chaque fois un affaiblissement de l'État central au Mali. Cela s'est passé en 63-64, en 90, 95 et puis également plus récemment à partir de 2006. Alors, cela m'amène finalement à faire la remarque suivante. Est-ce qu'il y a derrière toutes ces revendications une quelconque assise sociale ou politique? Est-ce qu'il ne s'agit pas finalement d'un opportunisme qui s'exprime à chaque fois, effectivement, que les conditions politiques de l'État central malien le permettent? Donc, pour moi, en fait, il y a eu deux pays qui ont servi à déstabiliser le Mali. Notamment, il y a la Mauritanie qui héberge aujourd'hui tout le bureau politique du MNLA. Ils sont installés, nourris, logés à Nouakchott. Également, il y a certains médias internationaux. Il y a certains médias internationaux, dont France 24 et RFI, qui ont servi de plateforme de propagande à déstabiliser le Mali. Moi, je me pose la question, je me dis, oui, en France, il y a la liberté d'expression. Mais est-ce que cette liberté d'expression est autorisée quand elle sert à déstabiliser un pays? Pourquoi France 24 et RFI ne donnent pas, par exemple, l'antenne aux indépendantistes corses ou à l'ETA? On ne les a jamais vus à la télé, d'une part, et d'autre part, qu'on donne l'antenne à Moussa Saraïd et à Gataher pour déstabiliser un pays ami, un pays frère. Je trouve que c'est inamical de la part d'un pays qui se veut démocratique et défenseur des droits du peuple. Sur la Tidjaniya et la Sénossia, je ne pense pas que ces confréries ont une action souterraine. Il y a une rupture radicale avec l'islamisme politique. L'islamisme politique, tout ce qui ne relève pas du salafisme, c'est des mécréants musulmans. C'est ça que ça veut dire le salafisme. Salafisme, ça renvoie à la doctrine du XIIIe siècle de salaf. Réactivé avec la wahhabia au XVIIIe siècle. Donc il y a une coupure très forte. L'ennemi principal des salafistes, c'est les soufis. J'ai beaucoup travaillé sur une confrérie qui s'appelle la Khalwatiya en Alire. Khalwatiya, c'est le Khalwan arabe, c'est la solitude. Oui, la solitude. Voilà. Donc c'est une confrérie soufie et c'est l'ennemi principal des salafistes. Pas simplement que des salafistes, parce qu'une secte religieuse comme Izala au Niger est aussi une secte, je dirais, rigoriste, pas fondamentaliste, mais très rigoriste. La plupart des gens qui composent Boko Haram sont, dans une large majorité, nigériens et issus des Izala. Ce sont tous à l'origine des Izalistes.
Donc il y a une rupture radicale. C'est la raison pour laquelle je dis il n'y a pas de lien entre la Tidjaniya, la Sénoussia, non, même souterrain. La preuve, c'est que bien des musulmans au nord Mali n'acceptent pas la charia. Donc moi je ne dirais pas que c'est un islam modéré, parce que de mon point de vue, islam modéré, ça ne veut rien dire. En revanche, je peux dire que ce sont des musulmans modérés, c'est-à-dire non fanatisés. C'est ça qui me paraît important. Ils se sont rebellés contre l'instauration de la charia. Mais la question que tu poses implicite, c'est que, ou bien elle a été posée aussi par quelqu'un d'autre, c'est, et je pense que ce que je vais dire, en tout cas je le pense, donc si je le pense, c'est qu'il y a une pression sociale de l'islam qui est de plus en plus forte. Je reviens du Niger il y a 2 jours. Je n'étais pas allé au Niger depuis le mois d'octobre 2011. J'ai été surpris du nombre de jeunes filles pubères avec le voile. C'est rare de voir maintenant à Niamey. C'est rare de voir une femme sans le voile. Mais ça existait déjà. La pression de l'islam rigoriste au Niger était très fort. Les islamistes sont remontés jusqu'à Agadez pour essayer de convertir les Agadésiens à la secte islamiste. Ils ont même empêché le défilé de mode à Niamey qui avait été fait par, comment il s'appelle, Al-Fadi. Donc cette pression-là, elle existe, y compris chez mes amis nigériens, qui sont obligés aussi de respecter tous les dogmes de l'islam, surtout s'ils sont dans le politique. Un autre exemple pour celui du Mali, le Code de la famille. Le Code de la famille qui avait été voté à l'Assemblée nationale et qui recelait un contenu intéressant, progressiste, a été remis en cause par le Haut Conseil islamique du Mali, avec intervention directe auprès du chef de l'État pour dire hey, ça suffit, ça ne nous convient pas. Et donc on retombe sur ce Code de la famille qui est parfaitement régressif et puis extrêmement dangereux, tout notamment pour l'émancipation et la liberté de la femme. Donc ça c'est pour la réponse à Daniel. Ensuite, sur les assises sociales et politiques des mouvements de rébellion, je m'excuse, c'est vous. S'il y avait une assise sociale et politique importante, il n'y aurait pas des rébellions cycliques. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est plus des groupes armés minoritaires. J'ai oublié de faire dans ma présentation, et je le regrette, de le mentionner, et je le mentionne maintenant, c'est que les sociétés Touareg sont extrêmement hiérarchisées. Et dans cette structure hiérarchisée prévaut une endogamie sociale. Ça veut dire l'impossibilité de passer d'un statut social à un statut supérieur. Toutes les sociétés Touareg fonctionnent comme ça, très fort. En conséquence de quoi, le politique est toujours confronté aux rapports sociaux qui régissent les sociétés. J'en veux pour preuve que dans la situation actuelle, la communauté de ce qu'on a appelé la communauté des Imrad, dont Raji Gamou, je ne sais pas qui a parlé de ça, est issue, c'est l'ami Peul Gamou, est resté dans sa grande majorité loyaliste. Donc ça aussi c'est quelque chose d'important. Cette communauté d'Imrad arrive au pouvoir à l'encontre de l'ancienne aristocratie, à la faveur aussi d'élections municipales. Donc le rapport au pouvoir, il est nouveau aussi dans cette société-là. La question qu'on peut se poser, c'est que, compte tenu du fait que le bureau politique et la composition du MNLA, c'est à majorité l'ancienne couche ou classe sociale dominante, est-ce qu'un de ses objectifs, ce n'est pas de se réapproprier le pouvoir politique dont ils ont été dessaisis? Ça, c'est pour répondre à votre question. Le laxisme de l'État malien, je crois, oui, enfin, c'est reconnu qu'il y a eu un laxisme. Bon, c'est pas réductible ça, mais ça sert quand même de terreau. Et je peux même aller plus loin, c'est que ce n'a pas été simplement un laxisme, les chiffres sont là, les pratiques sont là. Il y a eu aussi des pratiques de favoritisme à l'égard de certains éléments Touareg issus de la rébellion. Je crois qu'il faut aussi le mentionner, qui a créé les conditions de l'animosité, y compris à l'intérieur de l'armée, et de l'animosité à l'intérieur des populations maliennes entre le sud et le nord. Je crois que c'est toutes ces résolutions politiques des rébellions qui, de mon point de vue, n'ont pas été à la hauteur des dangers. On est actuellement dans cette situation-là.
les trafics de drogue, je pense qu'avoir mentionné qu'il y avait des complicités à haut niveau. Bon, je vais pas donner les grades de cette complicité, parce que quand j'ai fait mon service militaire en Algérie, j'ai fait en sorte d'oublier ce que c'était que les grades au sein de l'armée. Donc je ne vais pas vous dire si c'était des généraux ou des colonels, mais en tout cas c'était des gens du haut. CEDEAO et l'armée malienne, c'est vrai que le même problème se poserait avec l'armée malienne, mais la restauration de l'unité territoriale faite par l'armée malienne avec l'appui de la logistique de la CEDEAO, c'est pas du tout la même chose que l'intervention ou le rétablissement de l'unité territoriale par les militaires de la CEDEAO. Vous êtes malien plus que moi, moi je ne suis pas malien, excusez-moi, mais l'aspect nationaliste, voire patriotique, qui est aussi un élément important au Mali, notamment du sud à Bamako, où je crois savoir il y a eu plus de 2500 candidats, notamment des jeunes, qui ont demandé à intégrer l'armée pour restaurer l'unité territoriale. Donc cette dimension patriotique, la patrie en danger, aussi elle existe. C'est la raison pour laquelle je dis, si l'armée malienne intervient au sol avec l'appui aérien de militaires non maliens, c'est pas du tout la même chose que si la CEDEAO intervient. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, voilà. Bon, mais il faut-il, d'accord, dans la ville de plein main, il faut leur donner aussi les moyens de régler leur problème. Donc, la Diallo, le Gabilou, là, sur le truc, bon, moi je ne peux aller que dans votre sens. Quand j'ai entendu à mon retour de Bamako sur France 24, Hamma Aksedi Mohamed, à qui on a donné 11 minutes 45 secondes pour raconter un petit peu n'importe quoi et que le journaliste était obligé de le relancer à chaque fois, moi ça me choque au niveau de l'information. Mais vous savez très bien qu'en France, les chaînes sont privées et que les privés, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, les privés, ils font ce qu'ils veulent, c'est vrai. Est-ce qu'ils vous donneront, vous, Gabilou, un micro pendant 11 minutes 45 secondes? J'en doute beaucoup. J'en doute beaucoup. Bon, il y a des trucs comme ça que l'on voit un peu systématiquement. Mais quand c'est des chaînes privées, on peut dire c'est privé, ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est quand même un peu plus grave, c'est que le monsieur Afrique du Quai d'Orsay a reçu une délégation du MNLA. Donc, recevant une délégation du MNLA, il officialise ce moment de rébellion. Ça a un autre impact que celui de France 24 ou de je ne sais trop quoi, tous les trucs-là. Ensuite, autre impact très significatif politiquement, c'est que le député écologiste Alfonsi, le 22 mai, je crois, a reçu à Strasbourg le MNLA avec le support de tous les groupes autonomistes français, occitans, corses, etc., qui sont bien connus pour leur position réactionnaire et pour certains d'entre eux, leur position de collaborateurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça qui me choque beaucoup plus que le fait qu'on donne le micro. C'est quand même grave. Donc je crois savoir ensuite qu'il y a eu une manifestation à Strasbourg pour dire mais vous recevez les groupes et nous, vous ne donnez pas la parole, etc. Ça c'est choquant, parce qu'on retombe sur des pratiques un petit peu néocoloniales qui exacerbent le nationalisme anti-occidental et singulièrement anti-français. Il y a des éléments à ça. Et ça c'est extrêmement dangereux. Parce que ça, au niveau des représentations, ça crée aussi des représentations au niveau des populations du Sud vis-à-vis du Nord. Or, certaines puissances ont intérêt à exciter, à aiguiser les antagonismes entre les Noirs et les Blancs. Il y a eu quand même, vous avez écouté certaines émissions de Kaila à Bamako, ça faisait froid un peu dans le dos. Hein. Donc, soyons extrêmement vigilants et ne donnons pas dans les relations politiques fondées sur des phénotypes différents. Surtout pas. On n'attend que ça. Il y a eu un communiqué cet après-midi du MNLA qui a rejeté catégoriquement l'accord signé le 26 mai. Est-ce que ce rejet unilatéral du MNLA ne peut pas faire tomber les masses et clarifier sa position? Ça, c'est la question que je pose.
Et puis, moi, tout le monde sait que parmi les dirigeants, certains ne cachent pas leurs inquiétudes de voir partir des combattants du MNLA vers un Sardine, plus riche, plus fort. C'est ça ma question. Vous avez évoqué tout à l'heure 3 hypothèses intéressantes au plan administratif et au plan politique, mais l'économie joue toujours un rôle important partout, même si elle est en dessous du politique et du social, voire même des ethnies. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, dans quel sens, entre l'État-nation, renforçant la décentralisation, la régionalisation, le fédéralisme, la confédération, dans quel sens ferait pousser la situation économique au Mali entre le nord et le sud, qui est très inégalitaire comme l'est l'Europe aujourd'hui, raison pour laquelle elle risque d'éclater. Je suis extérieur à ce sujet, parce que je suis l'un des rares Africains anglophones. J'aimerais poser la question aux Africains, parce qu'ils aiment vanter l'unité de l'Afrique, le rêve des États-Unis de l'Afrique. Il faudrait aussi qu'on fasse l'introspection. Quel type de société qu'on veut? Parce qu'on voit au Mali, on a vu au Nigeria, au Mende, et Boko Haram. Boko Haram est un cas spécifique. C'est les injustices, l'abandon du territoire. On dit en français que la nature a horreur du vide. On abandonne une catégorie, une région, et on choisit certaines élites qu'on corrompt, et puis qui distribuent petit à petit. Et voilà à quoi ça aboutit. Et donc l'injustice dans notre société engendre ce type de violence politique, économique, régionalisme. Et puis dès qu'on découvre le matière première, tout le monde se défend. Je pense que d'abord, c'est les Maliens qui doivent défendre leur territoire. L'Angola l'a fait, l'Éthiopie l'a fait, le Nigeria l'a fait. Il ne faut pas qu'on attende toujours l'extérieur, la France qui va envoyer, l'OCDE qui va envoyer. Les Maliens règlent ça par eux-mêmes. Merci. Je ne suis pas malien, mais élargir le sujet sur l'ensemble de l'Afrique et même des zones du Sud me paraît important. Alors, une première petite question, je suis éthiopien. Hein. Je suis de la Corne de l'Afrique, donc somalo-éthiopien. Ma première question, ce serait une question à titre d'information. Où en est l'Union africaine avec le principe de l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme? Je crois que ça, c'est une question à laquelle nous devrions tous y réfléchir. Monsieur Gova. Alors, vous avez parlé d'une mise en place de l'ordre mondial pendant votre exposé. Je me pose la question, et je vous la pose aussi, de savoir si cette mise en place de l'ordre mondial, qui est toujours dictée par un certain nombre de pays, enfin les plus puissants d'ailleurs, hein, ne sont pas ici, n'ont pas pour ambition de dicter en fait leur façon de voir le monde dans notre Afrique. Alors, la question de la réflexion d'Oumar Keïta. Je crois que le MNLA, j'ai mentionné qu'il était loin d'être une organisation homogène. Il est traversé aussi par des courants différents. Le fait qu'il y ait eu des déserteurs au sein du MNLA qui ont rallié Ansar el-Din, c'est un fait. Le fait le plus significatif, c'est le fait que El Habas, le fils de Intalla, donc détenteur de la chefferie des Kaladar, était membre du MNLA et finalement a rallié Ansar el-Din, probablement aussi sur la base de stratégies personnelles qui renvoient à la chefferie, parce que ça permet aussi d'être à côté de Iyad al-Ghali, voir un peu le contrôler, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Que d'autres éléments les rallier, c'est pas non plus impossible, mais je ne pense pas que ce soit sur des critères d'ordre idéologique. C'est peut-être aussi sur des pratiques de type opportuniste. Le rapport de force politique et militaire change, donc il faut peut-être aussi se le placer. La question de monsieur sur le problème de l'économie, ce que j'ai voulu poser comme question, c'est le problème de la gestion politique de l'économie, qui n'est pas la même chose. C'est qu'effectivement, le Nord, les régions du Nord ont été déshéritées
tout le monde le reconnaît pendant des décennies, hein, quand tout le Nord a été interdit jusqu'à la conférence nationale. Donc ça a créé les conditions d'un isolement ethnique, d'une part, donc une marginalisation politique et économique structurelle qui a donné la situation actuelle. L'économie au Nord, elle n'est pas envisageable sans l'intervention de projets de développement. C'est ce qui s'est fait il y a maintenant 3 ou 4 ans. Si ma mémoire est exacte, je crois qu'il y a eu 858 milliards de CFA d'investis dans le Nord depuis 3 ans ou 4 ans, quelque chose comme ça. Je ne dis pas que ces 858 milliards de CFA ont atterri à leur endroit, je sais pas ce que je dis. Hein. Mais ça a été aussi des projets de développement qui ont été assurés et dirigés par des autochtones, par des locaux. Donc il y a eu quand même une volonté de redressement. Maintenant, dans un contexte différent, en supposant que l'on passe à l'extraction des ressources extractives qui peuvent arriver assez rapidement, se poserait le problème des conditions de redistribution des richesses locales. Et on retombe sur le problème de qu'est-ce que c'est qu'un État-nation. Alors, après, je fais le lien avec quelqu'un qui a parlé de décentralisation. Moi, je constate, c'est simplement un constat, que, en tout cas, la décentralisation au Nord a été un échec. Si la décentralisation avait été effective, on ne serait pas confronté à ce type de situation. Donc, il y a quand même des spécificités notoires qu'il faut appréhender, non pas en termes ethniques, mais en termes aussi économiques. Voilà. Alors, quelqu'un a dit les Maliens doivent se libérer eux-mêmes. Ça, c'est une déclaration d'intention. Si, c'est une déclaration d'intention, parce que pour se libérer soi-même, il faut qu'on ait les moyens de la libération. C'est-à-dire qu'on peut difficilement imaginer actuellement l'intervention de l'armée malienne telle qu'elle est, avec les moyens qu'elle est, qui soit en mesure de restaurer l'unité territoriale. Il faut lui procurer les moyens. Et là, on retombe sur le problème de est-ce qu'il y aurait une stratégie et une volonté politique pour redorer et redonner vie à l'armée malienne. Mais sinon, faire ce genre de déclaration, c'est une déclaration d'intention. Si c'était aussi facile que ça, il n'y aurait pas le genre de problème auquel on est confronté actuellement. Alors, Ansar Eddin et puis Iyad, je ne sais pas qui a parlé de ça. Oui, j'ai déjà répondu, mais je vais rajouter quand même autre chose. C'est que le départ d'Iyad de sa fonction de consul résulte de l'intervention d'un dossier politique élaboré par les Algériens. Oui, c'est important à savoir. Il y a un dossier politique élaboré par les Algériens qui a dit en sorte qui a fait dont le contenu était pas tellement positif en ce qui concerne Iyad Agrari, qui a quitté ses fonctions pour revenir. Ça repose d'une manière plus, comment dire, implicite la nature des relations entre l'Algérie et Iyad Agrari. Je n'en dis pas plus. Où en est l'Union africaine avec l'intangibilité des frontières? Bon, ça a été redit, tout le monde dit, là aussi c'est des déclarations d'intention sur les frontières issues des indépendances doivent rester telles qu'elles sont. Il y a eu deux cas qui n'ont pas été conformes à ça. Vous l'avez rappelé, c'est le cas de l'Éthiopie et le cas du Sud-Soudan. Le Sud-Soudan sert aussi un peu de modèle et en tout cas de référence. Pardon, dans le discours des indépendantistes Touaregs, en disant il y a eu la création du Sud-Soudan, pourquoi il n'y aurait pas aussi la création de l'État Touareg de l'Azawad. La question de fond qui est posée dans la restructuration de l'ensemble de l'économie mondiale qui est quand même sous domination capitaliste, c'est quelles pourraient être les nouvelles modalités de gestion des frontières. Je crois que si on pose le problème dans ces termes-là, on va aussi dans le sens des maintien des frontières actuelles, parce que c'est des facteurs de stabilité. Ce qui est à l'ordre du jour, je crois qu'il faut, en tout cas, moi c'est ma démarche, c'est de relier tout ça au système économique mondial. Or, le système économique mondial, qui est quand même un système capitaliste qui est en crise,
une crise de système. Je crois que tous les économistes le reconnaissent. Dans ces circonstances-là, je constate, y compris pour l'Europe, que l'État-nation est un obstacle à la reproduction du système capitaliste, y compris à travers sa domination. Et que le système fédéral permettrait justement la reproduction élargie du système et la conquête de nouveaux marchés. Je crois que c'est dans ces termes que ça se pose. On est confronté avec ça aussi en Europe, et sur l'ensemble de la bande saharienne, c'est aussi ce type de problème qui est posé. On le voit d'une manière très claire. Si vous prenez l'exemple des régimes dictatoriaux jusqu'aux conférences nationales, le capitalisme aussi, à un moment donné, il est porteur d'éléments progressistes, notamment à travers le multipartisme. Ensuite, il le détourne parce que le système a besoin de ce type de système qui doit se mondialiser. Il faut un multipartisme partout, d'où les conférences nationales qui ont fait, et les régimes précédents ont fait leur temps. Maintenant, si vous faites référence à l'Égypte et puis à la Tunisie, Égypte et Tunisie, dans leur système dictatoriaux, étaient un obstacle à la réalisation des systèmes de production capitalistes. Ça allait à l'encontre des intérêts capitalistes. Alors qu'avec les nouveaux régimes, y compris dans leur dimension d'islam politique, l'islam politique est tout à fait ouvert à l'économie de marché. Et donc ça aussi, ça permet la reproduction du système. J'en veux pour preuve la déclaration de Mme Hillary Clinton, je reviens encore à elle, qui reconnaît tout à fait l'arrivée au pouvoir des islamistes politiques en Tunisie, lesquels islamistes sont tout à fait ouverts aux relations de marché avec l'Occident. Je crois que c'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça que moi je fais toujours cette relation avec les systèmes dominants. Donc, en résumé, les systèmes fédéraux sont beaucoup plus souples et beaucoup plus flexibles et beaucoup plus réceptifs à l'économie capitaliste. Les modèles, vous les connaissez, les modèles fédéraux, c'est quoi? C'est les États-Unis d'Amérique, c'est l'Allemagne, c'est le Nigeria, c'est tout ça. Donc on peut se demander, on peut se poser la question suivante, est-ce que les processus de mondialisation et de résolution partielle de la crise du système, est-ce que ça ne passe pas par l'instauration qui va se généraliser à travers les systèmes fédéraux? C'est une question, j'en sais rien, je n'ai pas de réponse à ça, mais on est en droit de s'interroger là-dessus. Ensuite, il y avait quoi? Le nouvel ordre mondial dicte leur conception. Oui, l'Afrique, terrain de quoi? L'Afrique, terrain d'expérience. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire terrain d'expérience, mais au vu de ce qui se passe depuis à peu près 30 ou 40 ans, enfin, disons depuis les indépendances, je pense que l'Afrique est un réservoir. Et que dans ce réservoir de ressources premières, il faut créer les conditions pour piocher dans ce réservoir-là. Et le fait de piocher dans ce réservoir-là fait en sorte que le continent ne peut pas se développer, à cause de cette notion de réservoir. Et à un moment donné, quand on considère qu'il faut satisfaire les besoins occidentaux, on retourne sur les problèmes de rapport de domination, eh bien on pioche dans le réservoir, c'est-à-dire là où il y a des ressources. Donc on peut se poser la question suivante aussi en ce qui concerne une partie du Sahara, qui recèle quand même des richesses extrêmement importantes. Et que, est-ce que Taoudéni n'est pas considéré par certaines multinationales occidentales ou par des sociétés nationales africaines, vous voyez à qui je pense, comme étant un réservoir potentiel dans lequel, à un moment donné, quand les conditions politiques seront réunies, de passer au stade de l'exploitation des ressources. J'ai répondu à tout le monde ou non?